Bonjour et bienvenue dans ce décryptage de Radio Taïwan International qui vous est proposé par Florian Dai et qui revient sur la journée jeunes chercheurs qui a eu lieu le lundi 27 avril à l'Academia Sinica, une journée d'études co-organisée par le Centre français de recherche sur la Chine contemporaine et l'École française d'Extrême-Orient et animée par les directeurs de ces deux institutions, respectivement Corrado Neri et Franck Mouillard. 11 jeunes chercheurs et chercheuses francophones ont partagé l'état de leurs recherches. Vous pourrez retrouver dans l'émission d'hier le résumé des 2 sessions de la matinée qui étaient plutôt sur la religion et la période Qing. Et aujourd'hui, je me concentrerai sur les 2 sessions de l'après-midi concernant l'anthropologie du terroir et production socio-symbolique, ainsi que les savoirs et pouvoirs contemporains. Pour commencer, François-Xavier Faucouneau, chercheur à l'EHESS et visiteur à l'Institut d'ethnologie, qui vient de finir sa thèse, nous a parlé d'économie de marché et de production du social à Selao. Alors Selao est une péninsule au nord de l'île de Bougainville, une île dont la superficie fait environ un quart de celle de Taïwan, qui fait géographiquement partie de l'archipel des îles Salomon et qui est rattachée officiellement à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La région a connu une intensification des échanges au XIXe siècle après la première rencontre avec Bougainville et les Européens au milieu du XVIIIe siècle. Et ces échanges sont parfois mis en opposition avec ce qui s'appelle la custom. Alors la custom, c'est un terme en langue vernaculaire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Tok Pisin, qui désigne les pratiques coutumières, notamment cérémonielles, qui nourrissent les liens sociaux. Il y aurait donc une incompatibilité supposée entre les pratiques marchandes capitalistes, aussi appelées manières des Blancs, et d'autre part les pratiques coutumières, la custom de Selao. En réalité, ces pratiques coutumières sont encore bien vivantes dans les rituels pour les premières menstruations, dans les funérailles par exemple, ou d'autres cérémonies. Et ces pratiques de custom dépendent aussi d'échanges et de pratiques marchandes et sont centrales dans l'économie de la presqu'île de Selao. On peut donc voir que les discours sur la perte de la custom au profit de ces échanges commerciaux sont surtout normatifs plus que descriptifs, parce qu'ils créent une opposition et une hiérarchie entre la custom et les activités marchandes des Blancs. Comme l'explique François-Xavier Faucouneau, dans le commerce, ce serait l'enrichissement personnel ou familial qui primerait, alors que, selon la custom, c'est la collectivité qui est au centre, les cérémonies permettant aussi de manifester son identité, son appartenance à un groupe et les liens entre lignages. Ensuite, Agathe Lemaître, étudiante en post-doctorat à la Fondation Chiang Kai-shek, a évoqué comment le lien à la terre est important dans un monde en transformation, notamment à travers l'exemple de la poterie. Les projets fonciers, comme l'installation d'infrastructures sur les territoires autochtones, sont souvent source de confrontation et de lutte, à la fois entre gouvernements et autochtones, mais aussi à l'intérieur des groupes autochtones, qui disent ressentir de l'épuisement face aux luttes constantes contre tous ces projets et la disparition des terres ancestrales. Le lien au territoire est crucial, c'est un nœud à la fois relationnel et matériel, et dans ce cadre, la poterie des Amis, qui sont donc un des groupes autochtones reconnus de Taïwan, a à la fois un usage archéologique parce qu'elle permet parfois d'interrompre des grands projets lorsque des objets archéologiques sont mis à jour, et puis la poterie est faite de terre, elle est un objet du quotidien, elle est parfois aussi un objet muséal, et elle a une fonction dans ce sens qui est aussi émotionnelle. Agathe Lemaître a pris l'exemple d'un couple d'autochtones Amis, Hani et Abbas, qui transmettent la poterie et les chants et danses Amis dans le village de Dialoulan. Hani a travaillé à Thai Sugar, donc l'entreprise nationale de production de sucre, puis a appris la poterie à Taipei et est rentrée au village lorsque sa mère était malade. Abbas, elle, enseigne la danse aux enfants autochtones. Elle est aussi devenue professeure de langue Amis et s'est lancée dans un master. Comme souvent dans les villages autochtones, les jeunes sont plutôt absents, ils reviennent seulement pour les fêtes. Et en même temps, depuis les années 80, un mouvement de retour au village a lieu, d'abord principalement composé d'artistes et d'intellectuels, et qui est de plus en plus large aujourd'hui. À partir de 2016, Hani a commencé ses recherches pour retrouver les techniques de fabrication de poterie ancestrale depuis l'extraction de la terre adéquate, et puis comment la travailler, la façonner, la cuire pour essayer de reproduire au plus proche les techniques anciennes. Ces recherches l'ont amené dans des musées, consulter des livres, des essais, rencontrer des archéologues,
pour produire des artefacts finaux qui peuvent être utilisés soit au quotidien, soit dans un musée ou dans une exposition et qui sont parfois également vendus. Les processus d'extinction culturelle et de disparition sont intimement liés aux traces du passé qui réémergent dans le présent et se ravivent par la résurgence. Cette temporalité cyclique se retrouve dans le mouvement des autochtones à Taïwan, qui quittent le village pour y revenir, qui oublient et perdent les savoirs, puis réapprennent et se réapproprient les connaissances, avant de les transmettre à nouveau. C'est un mouvement d'oscillation de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur, entre perte et persistance, entre racines immobiles et graines volantes. Donc des conflits fonciers à la fabrication de poterie, la terre relie les humains et les non-humains, offrant des racines pour cultiver le futur. C'est ensuite Inès Minfray, étudiante en design à Paris-Saclay, qui a terminé un master sur les carreaux céramiques en France, de la manufacture à l'artisanat et à l'émaillage, et qui est maintenant en année prédoctorale à l'université de Kaohsiung, qui a pris la parole pour présenter ses recherches à Taïwan sur les carreaux de céramique toujours, à la fois sur les chaînes de production, mais aussi sur les usages et symboliques de ces carreaux de céramique. Parce que les carreaux de céramique à Taïwan sont parfois liés aux croyances et aux religions. Parmi les motifs qu'on retrouve régulièrement, il y a parfois des animaux ou des fleurs qui ont potentiellement des symboliques aussi plus profondes. Il y a parfois des divinités qui représentent la richesse, la longévité. Il y a parfois les 24 scènes de piété filiale ou bien les 8 immortels. Et donc ces carreaux sont le support de récits. Ils sont parfois mis sur les surfaces, par exemple sur des murs, ça montre la richesse des habitants, sur des vieilles maisons. On en voit notamment beaucoup à Penghu. On trouve également des carreaux de céramique sur les tombes, plus souvent des animaux ou bien les 3 divinités Fu, Lu, Shou, ou encore les scènes de piété filiale qui sont comme un rappel aux générations suivantes. Inès Minfray est allée voir une usine de production à Inge en se demandant si la symbolique était déjà importante au moment de la production. Mais la réponse est non, c'est mécanisé très tôt et il n'y a pas de différenciation qui est faite selon si la production de carreaux est désignée pour quelque chose qui peut avoir un poids symbolique ou religieux ou pas. Et c'est différent d'une usine de construction de temples qui est près de Kaohsiung, qui combine donc toutes les étapes de production des temples, où là vraiment les artisans accordent une attention et un soin particulier à produire quelque chose de sacré. Et les représentations des divinités sont parfois amenées dans l'usine et participent au choix de production. Inès Minfray utilise donc à la fois des enquêtes de terrain combinées aux techniques de design comme la cartographie et le dessin pour rendre compte des relations entre fabrication, circulation et appropriation des carreaux céramiques. Enfin, pour clore cette session sur l'anthropologie du terroir et la production socio-symbolique, c'est Michelle Leung, doctorante à l'EHESS et en visite à l'Institut d'histoire et de philologie de l'Academia Sinica, qui nous a présenté ses recherches sur l'encre comme objet matériel et matériau de recherche entre la Chine et le Japon. Alors l'encre, c'est l'un des 4 trésors du lettré pour écrire et peindre. Et malgré cela, elle est peu vue dans sa matérialité, mais surtout considérée comme une trace. On va étudier ce qui est écrit, mais pas l'encre en tant que matériau. Michelle Leung travaille donc sur l'encre solide, qui doit être frottée sur une pierre à encre avec un petit peu d'eau pour produire un liquide à viscosité contrôlable, selon donc la proportion d'eau ajoutée, qui est ensuite récupérée avec le pinceau. Le bâton d'encre est ainsi voué à disparaître, à être usé, mais il peut aussi être très décoré avec parfois des estampes sur le côté aux motifs variés. Et l'encre est aussi un objet de collection qui s'offre comme un cadeau. Michelle Leung a donc fait des terrains à Taïwan, au Japon, en Chine et bientôt en Corée. En ce qui concerne Taïwan, dans l'unique atelier de fabrication traditionnel, il y avait donc le père qui était nommé trésor national et qui n'a pas reconnu son fils comme héritier, du fait du passé de son fils avec la mafia notamment. Et finalement, le fils a quand même repris l'entreprise du père sans avoir eu sa bénédiction. Il est intéressant aussi de voir comment les artisans construisent le récit de leur savoir-faire, avec parfois des salles de présentation ou des visites, mais un espace de fabrication qui n'est pas toujours accessible ou pas complètement accessible au public. En ce qui concerne la fabrique de Nara, la fabrication de l'encre y serait attestée depuis le 7e siècle,
Et l'artisanat s'ouvre petit à petit aux femmes qui reprennent parfois des ateliers, des savoirs lorsque les fils ne peuvent ou ne veulent pas reprendre l'entreprise familiale. C'est le cas notamment pour une lignée de tailleurs de pierre à encre au Japon ou pour un sculpteur de moule à encre en bois. Michel Lang prépare un deuxième film documentaire sur le Japon cette fois-ci. Le premier sur Taïwan est disponible sur Internet. De même qu'une interview plus poussée sur ses recherches qui avait été réalisée par Clément Tricot il y a quelques années. Vous pourrez retrouver les liens sur notre site Internet. La dernière session de la journée Jeunes chercheurs portait sur les savoirs et pouvoirs contemporains. Elle a été inaugurée par Pang Zhaoxuan, étudiant à l'EHESS en fin de thèse sur les étudiants et étudiantes dans les années 80 à Taïwan. Pang Zhaoxuan a donc parlé de la réinvention des étudiants sous 3 axes. Premièrement, un changement dans la conscience historique et nationale des étudiants, depuis la Chine libre vers le tiers-monde. C'est-à-dire que dans les années 70, les étudiants et militants revendiquaient une forme d'identité nationale chinoise, en se voyant comme les intellectuels de la Chine libre, critiquant le manque de lien aussi entre étudiants et société. Dans les années 80, par contre, les étudiants ont pris une nouvelle identité et Taïwan était plutôt vu comme un cas particulier du tiers-monde. Les étudiants critiquaient le mouvement démocratique des Tangwai, qui ne se préoccupait selon eux pas assez de la situation économique et demandait de lutter avant tout contre l'impérialisme. Le deuxième axe d'étude est le passage du service social à l'enquête sociale. Par exemple, à Lugang, dans le mouvement anti-Dupont en 1986, les étudiants se voyaient comme des intellectuels qui ont pour rôle de faire porter les voix d'autres portions de la société, à travers notamment des enquêtes sur les conditions de vie des agriculteurs. Cette pratique d'enquête sociale s'est généralisée parmi les militants étudiants. Troisièmement, dans les années 80, il y a eu un éloignement de l'idéal de la modernisation au profit de celui de la démocratisation. Les étudiants et étudiantes ont introduit un autre rapport avec le gouvernement, avec le peuple. Ils se voyaient auparavant plutôt comme des serviteurs de la cause de la modernisation ou de la nation chinoise à Taïwan, un peu comme une force complémentaire mais pas opposée à l'État dans les années 70, alors que dans les années 80, ils ont critiqué les dommages causés par les efforts de la modernisation qui ne justifient pas l'oppression et la privation des droits du peuple. Et c'est en réfléchissant en fait à ce rapport entre les chercheurs de sciences sociales et le militantisme que je considère mes militants étudiants comme ayant joué un rôle important dans le développement des sciences sociales à Taïwan. En fait, les 3 aspects des mouvements étudiants que j'ai présentés aujourd'hui, le changement de leur conscience internationale, le passage du service social à l'enquête sociale et le passage de la modernisation à la démocratisation, concernent tous les 3 en fait l'utilisation des connaissances ou les moyens par lesquels on produit du savoir sur la société. Et pour moi, la leçon importante à tirer de tout ça est de remarquer que la production et l'utilisation des savoirs sont toujours liés au contexte et que nous, en tant que chercheurs en sciences sociales, nos choix scientifiques sont souvent aussi des choix politiques ou des choix de valeurs. Enfin, pour clore la journée, Alexis Franchot, doctorant à Rennes 2, nous a parlé du discours de vulgarisation scientifique du parti-État chinois, du technonationalisme culturel et de la mise en récit historique dans la modernité entre 2012 et 2024. En 10 ans, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, le nombre de musées technologiques en Chine a doublé pour atteindre 1525 musées en 2022. Ces musées véhiculent l'idéologie du parti qui relie le savoir-faire technologique à la signité et à la grandeur du pays. Ces affirmations se basent sur le terrain qu'Alexis Franchot a réalisé dans 2 musées scientifiques à Pékin et au Zhejiang. Alors, pour revenir un petit peu sur ce concept de technonationalisme qui est situé historiquement et politiquement, eh bien, c'est le lien entre la technologie et le nationalisme, souvent couplé avec une idée de supériorité. Le lien entre science et nation a été utilisé notamment pendant des expériences coloniales et impérialistes, où la prétendue supériorité européenne a servi pour justifier le colonialisme. En Chine, la vulgarisation scientifique est vue comme une condition indispensable de la puissance. Les musées scientifiques participent ainsi à la mise en récit d'une trajectoire historique chinoise, et les musées sont un espace de déploiement de cet imaginaire de la modernisation et de légitimation du pouvoir chinois.
On parle notamment de revitalisation du pays par les sciences et l'éducation. Selon ces musées, la technologie permet l'accès au statut de grande puissance et donne à la Chine une place dans le monde. En requalifiant le technonationalisme en imaginaire national, ça permet d'appréhender la dimension circulatoire et donc la façon dont l'imaginaire est mobilisé dans un récit. Donc ici, on a un récit qui s'appuie sur un imaginaire de la modernisation comme outil de puissance nationale nécessitant de façonner les individus dans leur représentation et leur comportement, sur ce qui est considéré comme scientifique. Et à cette fin, se déploie dans les musées étudiés un récit dont la temporalité s'appuie sur l'histoire, la tradition, mais aussi un imaginaire de la technique comme garantie d'un futur prometteur pour la nation, légitimant la gouvernance du parti. Nous voici donc au terme de ce décryptage consacré à la deuxième partie de la journée Jeunes chercheurs CEFC FEO 2026 qui a eu lieu ce lundi à l'Academia Sinica. C'était un décryptage présenté par Florian Dai pour Radio Taïwan International.